déjà qui suis métisse, puisque comme vous l'avez dit, ma mère est égyptienne et mon père camerounais, évidemment la question de l'identité de l'Afrique, etc., bon, c'est une question non seulement qui m'interpelle, mais qui fait partie de moi, en fait. Et en tant qu'écrivaine également, la question revient tout le temps, d'autant plus que du côté paternel, je suis Peul. Et quand on dit Peul, en fait, c'est la transhumance, c'est les nomades, c'est ceux qui n'ont pas de frontières, qui n'ont pas de pays et qui sont partout chez eux. Et donc, par rapport à ça, évidemment, dans un pays qui compte plus de 235 ethnies, le Cameroun, eh bien, pour nous, la question de l'identité, c'est à la fois ce que nous sommes, mais également vers où nous souhaitons aller. Cette unité, voilà, qui traverse tout et qui au-delà, voilà, de notre appartenance ethnique, fait de nous d'abord des citoyens. Eh bien, voilà, donc, dans mes romans, évidemment, cette question-là transparaît, puisque au-delà, voilà, de ma culture Peul, cette culture aujourd'hui est largement influencée par l'islam, qui est évidemment influencée aussi par, quelque part, la culture arabe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'amalgame entre tout ce qui est coutume, tradition, et tout ce qui est plutôt dogme islamique. Et donc, par rapport à cela, nous devons évidemment essayer d'éclaircir les choses et de faire la part des choses. Donc, dans les romans, évidemment, on va parler non seulement de notre culture, de notre identité, mais aussi de ce côté-là. Voilà. Donc, pour moi, aujourd'hui, voilà cette question. Plus fort, un peu plus fort. Il faut rapprocher. Ah, d'accord. D'accord. Ah, d'accord. Bon. Donc, c'était quoi la question? La question, c'est qui on est alors? Tout ce qui nous rapproche, c'est qui on est, c'est voilà. Donc, pour moi, c'est tout simplement ça. Et bon, donc je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Je donne le micro à qui? Mansoura. مساء الخير. سوف أتكلم باللغة العربية. اسمحوا لي بهذا. حين أتكلم عن إفريقيا كمكون أساسي من مكونات هويتي، علي الاعتراف أنه مكون تعلمت أن أنتمي إليه. حين وأنا طفلة صغيرة كنت دوما أنظر لنفسي باعتباري مصرية عربية، ثم تعلمت أن أكون إفريقية. Je vais traduire en français ce que Mansour Azedine vient de dire en arabe. Son africanité, elle a appris à être africaine par ses origines. C'est qu'elle est devenue africaine par tout ce qu'elle a appris à travers son Afrique. كانت إفريقيا بالنسبة لي أرض الغموض والسحر وبالتالي أرض الجمال. Pour elle, l'Afrique était une terre inconnue, une terre de gris-gris, de magie, pour leur dire un peu plus, une terre de magie, une terre qui ne lui représentait pas grand-chose pour elle. بدأ الأمر بالتعرف على حركات التحرر الوطني في إفريقيا ومن خلال دراسة الفترة الناصرية في مصر. Elle a donc commencé à s'intéresser aux indépendances, aux conflits, donc aux indépendances et à la libération de les mouvements de libération, les mouvements de libération, tous les mouvements de libération africains et celui de l'Égypte. يعني كنت مهتمة تحديدا بنكروما الزعيم الغاني كوامي نكروما وباتروس لومومبا.
Elle s'était d'abord intéressée à deux noms qui sont Microma et Patrice Lumumba, bien sûr. Voilà, c'était les deux premiers avec lesquels elle a commencé. لدرجة أن رواياتي الأولى التي لم تكتب كانت بعنوان الرقص مع نكروما. Son premier roman qui n'a pas été édité s'appelait Danse avec Nkrumah. كانت فكرة رواية تدور حول شخصية هذا البطل وعن الرابط بين مصر وبينه. لكن حين بدأت الكتابة شعرت أنني غير مؤهلة بعد لكتابة هذه الرواية وتأجلت سنة بعد أخرى. Alors, elle était intéressée à la relation entre l'écrivain et son rapport à l'Égypte. C'est un peu ça. Mais elle s'est aperçue qu'elle ne l'a pas, qu'elle n'était pas dans le... Elle ne l'a pas écrite. Mais pourquoi vous ne l'avez pas écrite? لأنني كانت فكرة في بداية حياتي الأدبية وشعرت أنني غير مستعدة بعد تقنيا لكتابتها. Voilà, c'était au début de sa carrière et elle a pensé qu'elle n'était pas prête pour écrire ce genre de... وأتمنى أن أكتبها قريبا. Et elle espère toujours l'écrire et bientôt. لكن الاكتشاف الحقيقي للهوية الأفريقية وللصلات الأفريقية كانت من خلال الأدب. Et sa vraie connaissance de l'Afrique a été, son identité africaine a été à travers la littérature. أتذكر أنني بدأت القراءة وأنا طفلة صغيرة جدا وبدأت من خلال الأدب الأوروبي والأدب الروسي والإنجليزي. Donc très jeune, elle a commencé à lire les littératures étrangères, donc européennes, russes, bien sûr. Oui. ولأنني كنت صغيرة تخيلت أن الروايات يجب أن تدور في مناخات باردة وتدور حول أسماء غربية. Et pour ça, et parce qu'elle a commencé avec cette littérature, elle a pensé que les romans devaient se passer dans des lieux froids, donc comme en Russie, ou dans des lieux comme dans des romans qu'elle lisait. ثم قرأت نجيب محفوظ وبدأت أقرأ لروائيين أفارقة أرى تجارب تشبهني كثيرا. Et quand elle a commencé à lire Najib Mahfouz et des romans arabes et donc égyptiens, il s'était plus proche d'elle, elle a senti qu'elle était plus proche de ses œuvres. ومن هنا أدركت في مرحلة مبكرة جدا أهمية الأدب وخطورته في وقت واحد. Et c'est à ce moment qu'elle s'est rendue compte de l'importance de la littérature et de son danger aussi. لأن أحيانا حين نقرأ في لغة معينة فقط نتعاطف مع هذه الشخصيات وهذا أمر جيد جدا ويجعله كأنه جسر للتواصل مع الثقافات الأخرى، لكن في بعض الأحيان يحدث نوع من الاستلاب. Donc elle a commencé. Elle dit que quand on ne lit qu'une seule littérature, on a tendance à nous rapprocher des personnages. Et puis ceci est négatif, c'est-à-dire n'a pas que des avantages. حين كنت أقرأ روايات أوروبية عن أفريقيا وعن مصر كنت أفاجأ بالصور النمطية أحيانا كثيرة وبالاختزالات عن هذه الشخصيات وعن هذه الثقافات. Donc, quand elle lisait dans une autre langue d'écrivains des romans sur l'Afrique, elle s'est aperçue que ce n'était pas les bonnes descriptions, les bonnes... oui. لكن حين أقرأ لكتاب ينتمون لهذه الثقافات وحين أكتب عن مجتمعي أرى أن الأمر مختلف تماما. Mais quand elle a commencé à lire sa littérature, à elle, arabe, elle s'est aperçue que la situation était totalement différente de celle qu'on من وجهة نظري فيما يخص مسألة الهوية أن الهوية هي عملية قائمة على ابتكار الذات. على ابتكار. Ah oui. Alors, elle s'est aperçue que l'écriture et que le roman, c'était une invention, mais c'est une invention. Une invention de soi, une invention de soi. Oui. والكاتب تحديدا يخترع ذاته ويبتكرها كأنها عمل فني يقوم به.
بكتابته. Et que l'écrivain, en parlant de lui, considère ce qu'il fait comme un يعتبرها كأنها عمل فني. comme voilà, une œuvre comme une œuvre artistique. وبالتالي فهويتي بكل عناصرها بما فيها العنصر الإفريقي هي هوية مختارة بالنسبة لي وأساسية. Et pour cela, pour elle, l'identité africaine est une identité choisie, qu'un écrivain choisit. Je lirai mon texte à la fin, mais rapidement et clairement et franchement, je pense que les Arabes n'ont pas pensé l'Afrique, ils ont pensé la séparation avec l'Afrique. Je pense que l'Afrique du Nord, et là je me positionne comme maghrébine et spécifiquement comme tunisienne, je pense qu'on a méprisé, esclavagisé l'Afrique subsaharienne. On en a fait une sorte de caricature sexuelle et on a même, on s'est servi parfois du noir pour en faire une sorte de doublure pour l'arabe, le maghrébin. À ce titre, je peux vous raconter une histoire très connue, une légende qui s'appelle Barguelil en Tunisie, qui a été écrite par un très grand écrivain qui s'appelle Bachir Khraïf, et qui raconte l'histoire au XVIIe siècle d'un pèlerin, un musulman qui habitait dans la Médina, Tunis, et un jour, il s'est dit, je vais aller faire le pèlerinage, et à l'époque, ça durait quelques mois, si ce n'est quelques années. Et donc, il a pris tout ce qu'il fallait pour sa femme, il l'a laissé à la maison avec interdiction de sortir. Et il est arrivé un bateau et dans lequel il y avait des Africains qui venaient comme esclaves et il y a un garçon qui a été séparé de sa mère. Et ce garçon, on l'a appelé Barguelil parce que quand il souriait, on ne voyait que ses dents. Et donc, ça faisait l'éclat de la nuit. Je vais aller très rapidement, mais les histoires, il faut toujours les raconter parce qu'elles expriment mieux que tout la mentalité d'un peuple et d'une tradition. Et donc, ce jeune garçon qui travaillait chez un shir de la Médina, il adorait la musique et le soir, il s'amusait à taper sur les fioles, etc. Et cette femme qui en avait marre parce que son mari n'arrivait pas, voulait sortir à tout prix. Un jour, elle est montée sur la terrasse, il y a toutes les terrasses de la Médina, et tout d'un coup, elle regarde et elle entend de la musique et elle voit ce garçon et elle sourit, il sourit, et puis c'est tout. Et puis le mari revient et on lui dit, ta femme, elle était sur la terrasse. Et donc, alors, il lui a dit la formule que vous connaissez tous, talaq, 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 3 fois, c'est-à-dire qu'elle était divorcée. Or, en islam et en Tunisie, il y avait cette astuce qui consistait à, quand on se repentaille, on se dit on reprend quand même sa femme, eh bien on ne la reprend pas n'importe comment puisqu'on a prononcé 3 fois le mot talaq. Donc la procédure, c'était de lui faire épouser un homme juste une nuit. Et là, on se servait du noir comme doublure du mari. Et donc, on faisait venir l'imam et il l'épousait la nuit. Et le matin, il devait dire à son tour talq et la rendre à son mari. Et le jeune garçon, il passe la nuit avec elle, il tombe amoureux d'elle, elle tombe amoureuse de lui, et ils le retrouveront plus, il s'enfuira par les terrasses. Ça, c'était donc pour vous dire, voilà une image qui explique comment, parce qu'on l'a dévirilisé le noir, mais en tant qu'eunuque, etc., mais on l'a aussi utilisé comme doublure. Tout ça pour dire quoi ? Qu'il faut absolument, et ça, nous avons une occasion, je trouve, extraordinaire, et c'est symbolique qu'elle se passe au Maroc, parce que je trouve que c'est le seul pays d'Afrique du Nord qui pense, en tout cas, qui agit pour et avec l'Afrique, et qui est en ce moment en train de continuer le geste politique, moi je ne suis pas dans la politique, par le geste culturel. Et je remercie vraiment les organisateurs de nous permettre aujourd'hui de repenser l'Afrique, de refonder l'Afrique. C'est le moment ou jamais pour le faire. Merci Fouzia pour ce témoignage. Évidemment, on t'écoutera tout à l'heure pour une autre intervention sur un sujet qui te tient à cœur. Je crois que c'est un papier que tu as publié dans Jeune Afrique et que tu donneras lecture donc de ce papier. Alors, pour faire le tour donc de cette question évidemment complexe
que représente pour vous l'Afrique, c'est-à-dire ce sont des écrivains qui pensent l'Afrique, qui l'imaginent, qui la mettent en scène aussi. Assalamu alaikum. Merci. Je vais commencer par des mots de remerciements. Je me trouve sur ce beau soleil. Là, il est un peu dissipé pour me contrarier, mais il va revenir. Sur ce beau soleil Marrakech, les organisateurs, et notamment Mahi Binbin, Leila Binbin, la famille Binbin. Mon frère Banormand, Youssef Adjaraï et toute l'organisation. Et en même temps, j'ai donc après les remerciements, la joie d'être en compagnie ici dans un pack féminin, on va dire, en commençant par Fawzia, Amal, Mansoura, Leila et Maati, que je connais depuis un certain temps. Et donc voilà, je suis dans cet aéropage, j'en suis très heureux. J'avais retenu aussi quelques mots comme Atazadi, la résonance et l'invention de soi que disait Mansoura, pardon. Et je pense que c'est peut-être par là que je continuerai. L'Afrique n'est pas une donnée en soi, c'est aussi une part, c'est à la fois une archive, un imaginaire, c'est aussi quelque chose qu'on doit créer nous-mêmes, les uns et les autres, individuellement et collectivement. On n'est pas africain d'ailleurs, on peut naître d'un pays, d'une région. On connaît souvent les voisins, les Algériens connaissent les Marocains et les Tunisiens, mais ils ne connaissent pas les Zimbabwéens, vous voyez. Donc cette archive, ce qu'on appelle archive, cet imaginaire-là, on l'apprend à l'école, on l'apprend par les arts, on l'apprend tous les temps de la vie, si j'ose dire. C'est ce que j'appellerais, comme disait Mansoura tout à l'heure, une invention de soi et une récupération de tout l'imaginaire et de se dire. D'ailleurs, ce qui était très beau à la Coupe du Monde, on voyait, la dernière Coupe du Monde, on voyait progressivement les Marocains devenir les représentants des Africains et les Africains du Sud, enfin des Noirs, on va dire l'Afrique subsaharienne, s'identifier. Et on avait là l'occasion, un fait mondial qui montrait que par-delà un peu nos petits problèmes d'histoire, etc., on peut se réconcilier. Un événement comme ça était une espèce de plateforme pour dire notre imaginaire commun, notre histoire commune et notre archive commune. Ces histoires-là passent aussi par la politique, par la langue, etc. Par exemple, Djibouti, en tant que Djiboutien, je suis assez proche de l'Égypte et quelqu'un comme Jamal Abdel Nasser était pour nous aussi important que Lumumba, par exemple, vous voyez, parce qu'on a à mi-chemin de ces imaginaires-là. Donc, je suis devenu pleinement africain, comme tu le disais, nomade, par les aléas de la vie. Et c'est en dehors du continent qu'on devient d'ailleurs pleinement africain. C'est en étant en Normandie que je me suis dit, parce que quand on est en Normandie, quand on est à l'extérieur, les gens ne connaissent pas Djibouti, ils me disent, toi l'Africain, ou pourquoi Bokassa, il ne fait pas ça. Au départ, je disais, mais pourquoi il me parle de Bokassa, moi ou Bongo, vous voyez, pourquoi il me parle de Bongo. Après, j'ai compris qu'en fait, il parlait, je devenais par vers moi, enfin, l'Africain du coin où j'étais, ou en Normandie ou ailleurs. Donc, en fait, l'archive, je l'ai accueilli et je l'ai récupéré. Et maintenant, je suis de plus en plus, évidemment, d'une certaine manière et d'une manière culturelle panafricaine. J'ai même écrit un roman qui s'appelle « Aux États-Unis d'Afrique » où j'envisageais le continent comme une seule entité, où les présidents étaient un Sud-Africain et les premiers ministres un Berbère. Donc voilà, l'Afrique, il faut la construire ensemble tout le temps. Est-ce que ton discours, dans tes romans, est-ce que tes romans sont lus dans les lycées? Est-ce que les jeunes filles sont sensibles à ce que tu as écrit sur les femmes? Oui, certainement, puisque aujourd'hui au Cameroun, mon roman Les Impatientes, dont je disais que mon roman Les Impatientes, dans sa version africaine avec le titre Mounial, les larmes de la patience, est quand même inscrit au programme scolaire au Cameroun pour toutes les classes de terminale. Donc, ce qui fait que les garçons comme les filles lisent quand même le roman, mais pas qu'au Cameroun seulement, puisque le livre est également au programme à Sciences Po et également dans plusieurs lycées de par le monde. Donc oui, effectivement, le livre est lu par les jeunes, autant les jeunes filles que les jeunes garçons. Et je pense que oui, il y a quand même un impact dans la mesure où d'un sujet
tabou, ça devient un sujet quand même dont on parle à l'école, qu'on étudie à l'école. Et donc, ça a le mérite d'ouvrir le débat et de faire en sorte qu'on puisse pouvoir discuter de toutes ces choses-là. Il faut rappeler aussi que le roman est le Goncourt de l'Orient, et le choix Goncourt de l'Orient, mais également le choix Goncourt de la Tunisie et de l'Algérie. Et ce qui fait que voilà, dans le monde arabe, entre guillemets, les personnes se sentent interpellées par le livre, par les sujets dont traite le livre, et ce qui en fait donc voilà, un sujet de débat également. Mansoura, dans ton dernier roman, Basra, est-ce que tu voulais réhabiliter cette ville meurtrie par la guerre, par la violence, en faisant une incursion dans le passé pour montrer que Al-Basra était le berceau des savoirs et de la culture arabe. نعم يعني في 2003 حين حدث الاعتداء على العراق وغزو العراق وما تلاه من جرائم متعددة كثيرة جدا 2003 حين حدث غزو العراق وما تلاه من جرائم متعددة يس في 2003 اوكي اظن انها كانت في 2003 اوكي في elle dit qu'elle a écrit ce livre après l'invasion américaine en Irak en 2003 وما تلاه من جرائم متعددة avec tous les crimes qui ont eu lieu en Irak. أتذكر أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يتكلمون عن العراق باعتباره أرض غير مهمة وكأنها اللامكان. Elle dit que les invaders, que les responsables américains ne prenaient pas du tout en considération l'Irak, que pour eux c'était une terre sans aucune importance. حتى أن ديك تشيني وقتها الوزير الأمريكي ديك تشيني تكلم عن أن هذه منطقة غير مهمة على الإطلاق بلا اسم. Et puis Dick Cheney elle dit qu'elle avait entendu Dick Cheney dire que cette région n'était pas importante du tout. متناسيا أن العراق هو مهد حضارة من أولى الحضارات في العالم. En oubliant que l'Irak est le berceau des civilisations. وأن الكتابة نفسها بدأت في العراق. Et l'écriture même a commencé en Irak. فيما يخص اللغة العربية والثقافة العربية، البصرة مدينة البصرة هي مدينة عظيمة ولها دور مؤسس في التراث العربي سواء من ناحية الفلسفة أو الفكر أو اللغة. Concernant l'arabe, Al-Basra était une ville très importante concernant l'arabe, la philosophie, la langue arabe, la philosophie, les sciences, était une ville très importante. Oui. لكنها حين تقدم في الإعلام الغربي تقدم دائما باعتبارها أرض الضحايا والمشكلات Mais quand on en parle dans les pays occidentaux, on parle de l'Irak comme un terrain plein de crimes, comme un terrain de vengeance, comme un terrain de beaucoup de problèmes. في بساتين البصرة قدمت الصورة هي الأقرب لتراث هذه المدينة وتاريخ هذه المدينة العريقة. Dans les jardins de Bassora, elle présente une très belle image عن تاريخ البصرة وأهميتها. Il y a sur l'importance de Bassora. لكن علي أن أعترف أن المسألة لم تكن بهذه الطريقة الآلية أو كطريقة للرد. Et puis que la manière n'était pas automatique pour elle. C'est-à-dire, oui. لأن الكاتب حين يكتب بهذه الطريقة يكون كأنه مجرد موظف علاقات عامة يسعى لتصوير صورة معينة. Parce que quand un écrivain écrit, il semble qu'il veut juste donner une image quelconque
voilà, d'un lieu et pas une réalité. وأنا لا أحب أن أكتب بهذه الطريقة. Et elle n'aimait pas écrire de cette manière. أنا مهتمة باللغة العربية القديمة، مهتمة بالتراث العربي، بالفلسفة الإسلامية. Elle était très intéressée par l'arabe, par la langue arabe, par tout ce qui concernait la langue et par la philosophie islamique. وهذا الاهتمام يعني ظهر بصورة فطرية وأنا أكتب عن هذه المدينة التي أحبها كثيرا. Et puis c'est venu d'une façon innée de sa belle écriture est venue de cette d'une manière qu'elle ne contrôlait peut-être pas, dans la description de tout cela dans son livre. وأيضا أردت أن أنظر نظرة نقدية للفكر الإسلامي والتاريخ الإسلامي. Donc, elle voulait parler de cet islam avec une pensée critique. يعني وأتساءل كيف ندور في هذه الدوائر المغلقة طوال الوقت، نعود لنفس المشكلات. Et elle ne comprend pas pourquoi on revient toujours au même problème. Pourquoi on est obligé de commencer, de vouloir parler de quelque chose que les Occidentaux ont malmené, ont mal décrit, ont mal... Voilà. فالمشكلات التي كانت في هذا العصر القديم في البصرة لا زلنا نعاني منها حتى هذه اللحظة وبصورة أعقد. Et elle dit que c'est le même problème, cette image qu'on avait de Basra ancienne, c'est la même qu'on a aujourd'hui, c'est le même problème, c'est le même souci de vouloir en parler comme elle était vraiment et pas comme on la dessine. وبدون هذه النظرة النقدية وهذه المساءلة للذات يعني أظن أن الكتابة تكون بلا معنى. Elle nous dit elle nous dit que sans cette écriture critique, cette pensée critique, l'écriture n'a aucun sens. المسألة مركبة عموما. Le problème est complexe. La question est complexe. Alors, Abdelrahman, sur l'Amérique, sur cet échange riche et prometteur, puisqu'il est éclairant à plus d'un titre entre toi et Alain Manco sur les États-Unis, sur les cultures africaines et ce besoin de renversement aussi des pôles géographiques, comme tu l'as fait d'une manière exceptionnelle dans ton roman Les États-Unis d'Afrique, que je trouve l'un des meilleurs romans qui est écrit avec sensibilité et en même temps avec beaucoup d'humour. Vraiment, on rigole à lire ce roman magnifique. Tu vas me faire rougir. Je disais, vous allez me faire rougir parce que Jean-Marie Leclésio avait mis aussi une couche hier. En fait, les dialogues culturels ont toujours été là. Dans les panels précédents, on parlait de la relation entre culturelle et de l'imaginaire entre l'Afrique d'une part et les mondes noirs des Caraïbes et Maurice d'autre part. Et ça, c'était le débat tout à l'heure, mais les relations entre l'Afrique continentale et le monde noir nord-américain sont aussi avérés depuis longtemps. Par exemple, il y avait beaucoup de jazzmen noirs qui venaient au Maroc taper la musique avec les Gnawa, par exemple. Donc on voit bien que ce désir de communication, il a toujours existé de part et d'autre. Et nous autres, plus récemment, aussi reprenons ce que nous ont donné les Chester Himes, le Richard Wright, les James Baldwin, etc. Par exemple, Alain Mabonko a écrit un livre sur James Baldwin qui est sous forme de lettres. Plus récemment, on a fait aussi un dictionnaire de culture africaine et on a un projet aussi de culture nord-américaine d'une manière pédagogique, comment montrer les liens qu'il y a entre les Noirs
des États-Unis, on va dire, qui considèrent en partie la mer, l'Afrique comme une terre-mère, et nous d'ailleurs, jeunes Africains, ou moins jeunes Africains, mais déjà Africains du continent, qui rêvons. Par exemple, combien d'entre nous, je parle ici au Maroc, n'ont pas rêvé de musiciens noirs, de rappeurs noirs, etc. Donc les échanges culturels vont toujours dans les deux sens, et la culture a toujours été quelque chose de mouvant, d'impur. C'est un espèce de continuum permanent, c'est un magma continuum permanent. Et les séparations, les oppositions ne sont que de vue de l'imaginaire. Donc ce qu'on fait, Alain Mabankou et moi, c'est ce qu'a fait Baudouin en venant en Europe et en discutant avec les Noirs. D'ailleurs, quand Baudouin venait en Europe, il disait, mais les Français me reçoivent bien, mais qu'est-ce qu'ils maltraitent les Maghrébins, voyez, parce qu'ils voyaient comment ce qu'on appelle là-bas les Arabes étaient maltraités. Donc cette fraternité, cette fraternité des humbles, cette alliance des pauvres, elle a toujours existé, elle existe souvent par la culture. Donc nous continuons ce qui a été déjà tracé par d'autres. Je voudrais également citer ce livre magnifique que tu as consacré à Gilles Scott Heron. Est-ce que tu peux dire un mot Alors, maintenant que j'ai vu depuis un peu plus de 10 ans aux États-Unis, 12 ans, j'avais imaginé un musicien noir d'ailleurs qui a existé, qui s'appelle Gilles Scott Heron, qui est à mi-distance entre ce qu'on appelait les bebop et les hip-hop. Et c'est un espèce de grand frère ou de fils à Archie Shepp, tu vois, donc quelqu'un qui venait souvent à Paris. Et en fait, c'est vraiment biographiquement, quand Gil est mort, j'étais à Paris et j'habite pas très loin de la salle du New Morning dans les 10e. Et il venait jouer au New Morning, tenu par une famille égyptienne. Donc ça nous rapproche de ce qu'on disait, une famille d'origine égyptienne devenue française. Et Gil venait là. Et le jour où j'ai appris qu'il était mort, je me suis dit, je vais faire un hommage sur quelques feuillets, comme on dit, dans la presse. Et finalement, ma part des romanciers a pris le dessus et j'ai commencé à me dire, mais quelle serait la meilleure manière de raconter la vie de Gil? Est-ce qu'il faut la raconter par sa mère, par sa grand-mère, etc. Donc c'était un hommage pour un homme magnifique qui était à la fois un artiste de talent, mais qui était aussi une âme sensible. Pour donner juste un exemple, ce qu'on appellerait aujourd'hui un militant écologique, par exemple dans les années 70, 80, il était contre la prolifération nucléaire et il faisait par les pianos, n'est-ce pas, et la musique, il faisait des concerts contre le nucléaire et certains des Noirs lui disaient « mais laisse ça, c'est un combat de Blancs », voyez. Donc on voyait bien comment il était en avance et combien aujourd'hui le nucléaire va toucher aussi bien les Noirs que les Blancs. Alors, on passe la parole maintenant à Fouzia Zouari qui va clore cette table ronde pour donner lecture à un texte qu'elle a publié dans Jeune Afrique et qui témoigne justement d'un programme, d'un souhait aussi, et elle esquisse de belles choses dans ce texte. À toi, Fouzia. Alors, ce n'est pas vraiment un programme, c'est un texte auquel j'ai pensé quand Younes Jarraï m'a parlé donc, de cette thématique. Et donc, c'est un texte que j'offre à Marrakech et à Younes Jarraï avec l'autorisation de sa femme, bien entendu. Alors, c'est un texte qui s'appelle « De la négritude à l'africanité », avec comme chapeau « Et s'il en pensait enfin à un mouvement plus large que la négritude ?» Un mouvement qui sortirait tout autant les subsahariens de leurs conditions de noirs que les maghrébins des appartenances arabes et orientales dans lesquelles ils se sont enfermés. Dans son dernier livre, qui s'appelle « Entretien avec Aimé Césaire », la journaliste et écrivaine martiniquaise Marie-Josée Ali offre un éclairage intime de la vision du monde du célèbre poète. Mais ce n'est pas tout. Elle raconte également l'amitié qui a lié le couple mythique Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor. On voit les deux hommes, cheminant côte à côte dans le Paris d'avant-guerre, discuter de leurs conditions de dominés et se chercher une identité culturelle commune. Ils avancent le concept de négritude. Césaire déclare que c'est le seul capable de le sortir du statut de colonisé auquel il est réduit au regard du monde, lui,
le Martiniquais à l'identité indéfinissable, entre guillemets. Senghor écoute, Senghor sourit. Il est enraciné, lui, dans le continent comme un baobab. Pas de doute sur son appartenance. Il accepte toutefois de porter, avec son ami, le concept de négritude pour revendiquer le fait d'être noir, pour faire reconnaître le destin d'un peuple noir, uni et solidaire. Mais la négritude suffit-elle à définir le continent ? Senghor lui-même craignait que ce concept soit une tour, entre guillemets, ou une cathédrale s'il tranchait les liens culturels avec le monde occidental. Quid des liens avec l'Afrique du Nord ? Puisque s'il jette un pont au-dessus de l'Atlantique, le concept de négritude oublie d'évoquer les passerelles qu'il faut bâtir à l'intérieur même du continent. Vous l'aurez compris, c'est une maghrébine qui parle et qui réclame qu'un mouvement plus large que la négritude permette de cimenter le continent d'un bout à l'autre. Une nouvelle idée qui désignerait l'Afrique dans sa totalité négro-berbère, qui refuserait de faire l'impasse sur une histoire et une géographie communes et sortirait tout autant les subsahariens de leurs conditions de noirs que les maghrébins des appartenances arabes, orientales dans lesquelles ils se sont enfermés, comme je l'ai dit en début, ce qu'on appelle un chapeau en journalisme. Oui, on attend celui ou celle qui viendrait recoudre le continent du Cap-Bon tunisien au Cape Town sud-africain, qui déclinerait la palette entière des couleurs, des peaux, des idiomes, traditions, religions et coutumes, qui rappellerait que l'Afrique, c'est le noir, le blanc, le brun, le swahili, le kabyle, l'Aoussa, les contes des griots et les saillies de Chha, l'olivier et le dragonnier, Alissa et la reine Catherine, l'émir Abdelkader et Amadou en Pateba, les palabres et les fdawi, le malouf, la kora, le ngoni, les femmes en boubou, en mélia et en mini-jupe. Celui ou celle qui dira « Quand le monde voudra assumer toute sa diversité, il s'appellera l'Afrique ». Cette conscience nouvelle que le continent doit être considéré dans son intégralité nous est plus que jamais nécessaire. Elle pourrait proposer une sortie de l'histoire avec un grand H, une sortie de l'histoire actuelle, celle d'un monde tourmenté, égoïste, déshumanisé, désorienté par un système économique mondialisé. Elle pourrait rebattre les cartes et reconjuguer l'avenir. Il ne s'agit pas de prêcher la théorie du tout-monde, chère à Édouard Glissant. Je parle d'un continent d'avant le monde, d'un continent d'avant les continents. De l'Afrique par qui adviennent les naissances et s'écrivent les chants premiers. Celle qui parle la langue de la sagesse millénaire et qui sait vénérer la nature. Celle qui légitime les différences et les unit dans un même creuset de valeurs fondamentales. L'Afrique, berceau de toutes les identités, est donc la seule à pouvoir imposer l'idée d'une identité universelle. Tout cela peut s'appeler l'africanité.